Allez, et ben on va commencer. Donc j'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon week-end. Donc aujourd'hui on a pas mal de choses à voir, étant donné que vendredi j'étais dans l'avion et que ce week-end il s'est passé pas mal de choses sur les marchés. Le Bitcoin a pas mal bougé, on a eu pas mal de news intéressantes et puis même ce matin, enfin cette nuit, on a eu deux trois news qui risquent de faire bouger le marché à l'ouverture américaine et aussi sur l'ouverture française. Donc dans une heure. Et donc voilà, donc ça va être intéressant de voir un petit peu tout ça, tout ce qui s'est passé et comment préparer ta semaine et journée de trading. Donc sans plus attendre, on va commencer. Donc sur le plan géopolitique, comme d'habitude on commence par le plan géopolitique. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien il y a une nouvelle tentative d'assassinat sur Trump. Donc comme tu peux le voir sur cet article, Trump était en train de jouer au golf et pendant que les services secrets étaient en train de faire leur ronde de sécurité sur les trous de, du parcours de golf, eh bien ils ont trouvé quelqu'un qui était en train d'attendre caché dans les buissons avec un AK-47 et donc ils ont tiré sur ce mec, les services secrets, ils ont essayé de tirer sur ce mec qui s'est enfui et ils ont réussi à l'arrêter. Voilà, donc on verra comment est-ce que les marchés réagissent à ça pour l'instant. On va voir que à court terme, les cryptos n'ont pas vraiment réagi. Donc est-ce que les marchés américains réagiront plus, comment dire, à l'ouverture des marchés américains, est-ce qu'on aura des réactions plus flagrantes? Eh bien, ça reste à vérifier. Ensuite, du coup, toujours sur le plan géopolitique, nous, je voulais faire un petit point sur la situation entre la Russie et l'Ukraine qui a l'air d'être en train de dégénérer récemment, parce qu'il y a l'Ukraine qui réclame l'autorisation à l'OTAN d'utiliser les missiles et le matériel militaire fourni par l'Ouest pour faire des frappes plus profondes en Russie, ce qui pour l'instant a été interdit. On en a déjà parlé plus tôt la semaine dernière. Le développement qu'il y a autour de ça, c'est qu'il était question que le gouvernement américain autorise et le gouvernement anglais autorise les Ukrainiens à utiliser des armes anglaises et des missiles anglais pour taper plus profondément en Russie. Le problème avec ça, c'est que Poutine a dit que à partir du moment où l'Ouest accepterait que l'Ukraine utilise les armes fournies par l'Ouest pour taper en Russie, la Russie considérerait qu'elle était en guerre avec tous les pays de l'OTAN, donc avec tout l'Ouest, et que les répercussions pourraient être extrêmement importantes et que ça considérerait, les répercussions potentiellement considéreraient des frappes nucléaires. Donc, enfin, d'après les articles que j'ai vus, ce n'est pas Poutine qui aurait directement menacé de faire des frappes nucléaires sur les pays de l'Ouest, mais ce serait plutôt les experts qui auraient dit que la Russie pourrait recommencer à faire des tests nucléaires afin de menacer l'Ouest, mais du coup, enfin, ça montre vraiment une escalation majeure, une, une tournure vraiment mauvaise de ce conflit-là. Euh, heureusement, heureusement, les développements plus récents, c'est que finalement, le gouvernement Biden n'a pas encore autorisé l'Ukraine et le UK, voilà, le Premier ministre anglais aussi se sont mis d'accord pour l'instant ne pas autoriser l'Ukraine à utiliser leurs missiles pour taper plus profondément en Russie. Donc pour l'instant, le développement est un petit peu mis en attente, donc on va voir comment est-ce que ça se développe, mais enfin moi je suis quand même relativement inquiet sur ce qui se passe en ce moment entre la Russie et l'Ukraine. Ça pourrait avoir des impacts vraiment majeurs sur les marchés et sur cette guerre qui est absolument horrible. Donc voilà, on va y avoir un petit peu euh, de diminution des conflits par là-bas, et je pense que les marchés aussi, ça leur ferait plaisir de voir un petit peu la situation se calmer et devenir un petit peu plus stable dans cette région du monde. Voilà, next. Donc, un petit point que je voulais soulever, c'est que le Japon vend la dette française. Donc, pour les Japonais, la dette française perd de la valeur ou devient beaucoup plus risquée comparée au yield qu'elle propose. Voilà. Donc, c'est un petit point que je voulais montrer que la France voilà, est en train de perdre de sa superbe sur le plan international, à tel point que les Japonais vendent des milliards et des milliards de dollars de dette française parce que voilà, les Japonais ne nous font plus confiance en ce moment. Je voulais pointer ce petit tweet de Peter Schiff, Peter Schiff que tu connais peut-être, qui est le plus gros hater du Bitcoin que le Twitter connaisse, que Twitter connaisse, mais c'est aussi un trader d'or. Donc il est
connu pour trader l'or, donc c'est sûrement quelqu'un de très intelligent quand il s'agit de parler de l'or, mais par contre il est extrêmement stupide quand il s'agit de parler du Bitcoin. Mais je pense que cet idiot aime beaucoup parler du Bitcoin parce que quand on regarde l'engagement que ses tweets à propos du Bitcoin ont, ils sont toujours beaucoup plus élevés que l'engagement de ses tweets à propos du gold. Donc je pense en fait qu'il joue sur cette haine du Bitcoin afin de créer de l'engagement et du coup de se mettre en avant. Mais du coup, à chaque fois qu'il fait des tweets à propos du Bitcoin, c'est pour dire à quel point le Bitcoin est en train de tomber, à quel point le Bitcoin est nul, à quel point l'or surperforme le Bitcoin, etc., etc. Et donc du coup, là, son dernier tweet en date, c'est de nous expliquer que le silver, donc l'argent, est en train de faire des plus hauts sommets, pendant que le Bitcoin est en train de faire des plus bas creux. Donc oh mon Dieu, le Bitcoin vient de passer en dessous des 59K, pendant que le silver passe au-dessus des 31K, 31 dollars. Du coup, ça veut dire que le Bitcoin n'est même pas l'or digital. On n'a pas de l'or digital parce qu'il n'arrive même pas à être l'argent digital. Donc alors on va voir un petit peu si ces dires sont vrais. Donc si on regarde un petit peu la courbe, donc ici ce que je t'ai mis, c'est la différence entre, enfin, pas la différence, le prix de l'or divisé par le prix du Bitcoin. Donc, voilà, donc la relation entre l'or et le Bitcoin. Donc alors effectivement, si on regarde depuis mars 2024, on voit une trend qui est quand même relativement claire, une tendance qui est relativement claire. Le prix de l'or augmente comparé au prix du Bitcoin. Donc la valeur de l'or prend plus de, la valeur de l'or augmente plus que la valeur du Bitcoin. De la même manière, on peut observer exactement la même chose sur le silver depuis à peu près la même date, mars. On voit que la valeur de l'argent augmente considérablement par rapport à la valeur de l'or, à la valeur du Bitcoin, pardon. Mais par contre, si on zoome un petit peu, voilà un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc, et on observe la même chose sur l'argent. Voilà, donc tout ça pour dire que Peter Schiff est un colossal clown quand il s'agit de parler du Bitcoin. Quand il s'agit de parler de l'or, je pense que, enfin, je sais qu'il est très très intelligent, qu'il est très pertinent à propos de l'or. Par contre, quand il s'agit de faire un tweet à propos du Bitcoin, voilà, c'est un colossal clown, donc ne pas l'écouter. Et il raconte que des conneries. Voilà. Ensuite, pour qu'est-ce que je veux montrer ici? Non, ça c'était une petite recherche. Voilà, et ici, je voulais montrer ce tweet ici qui est relativement intéressant, c'est que l'or, pour le coup, est aussi une valeur qui est très importante dans le sens où elle permet de se protéger contre l'inflation. Donc c'est pas parce que Peter Schiff raconte des conneries à propos du Bitcoin que ça fait que l'or n'a pas de valeur et qu'il faut complètement ignorer l'or comme étant euh, une, comment dire, un hedge contre l'inflation et comme étant une valeur qui permet de te protéger, un asset qui permet de se protéger contre l'inflation, hein. Donc l'or permet toujours de se protéger contre l'inflation. Le désavantage de l'or, c'est qu'il est très difficile à stocker, très difficile à déplacer, et le Bitcoin résout un petit peu ce problème en fait. Donc le Bitcoin, en quelque sorte, possède les avantages de l'or dans le sens où il garde sa valeur à travers le temps. Il possède aussi la valeur, enfin, les avantages du fiat dans le sens où il est facile à déplacer et à transférer. Voilà. C'est pour ça qu'il a cette réputation d'or digital. Ensuite, pour continuer, très important, donc cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui va se passer? Oui, qu'est-ce qui va se passer? C'est ça. Donc on en parle depuis très longtemps. Voilà, c'est un petit peu le sujet en ce moment, la décision de la Fédérale Réserve quant à la réduction des taux d'intérêt, qui va se passer ce mercredi à 20h. Donc 20h, c'est heure de Thaïlande ou heure de France, parce qu'en ce moment je suis en France. Donc je sais pas si mon TradingView s'est mis à jour ou non. 8h38 si, donc ça veut dire qu'il s'est mis à jour, donc ce sera à 20h heure de France mercredi. Voilà, donc on va surveiller ça de très très près. Et on regardera ça jeudi matin, un petit peu comment est-ce que les marchés ont réagi à cette news. Donc qu'est-ce que les marchés anticipent en ce moment? Eh bien, j'ai été surpris de voir en me réveillant ce matin qu'il y a pratiquement 60% de chances pour une réduction des taux d'intérêt de 50 basis points. Et Polymarket a l'air de penser la même chose. Une augmentation enfin une diminution de 50 points a l'air d'être ce que les marchés anticipent pour l'instant. Donc, à voir la réaction que les marchés vont avoir. Je pense que pour moi, c'est très bullish sur le Bitcoin. Ce que ça va faire, c'est que la monnaie supply, le dollar et la quantité de dollars va augmenter, ce qui va être bon pour les marchés à risque. Euh, et, euh, et c'est ce qu'on veut voir, hein, pour voir un début de
comment dire, un Bitcoin qui pump et un début de bull run, c'est exactement ce qu'on veut voir. On veut voir des taux d'intérêt bas, du coup un DXY faible, et du coup de l'argent qui rentre dans les assets à risque. Voilà, donc ici on voit Quentin François qui nous explique que l'Union Européenne a baissé ses taux d'intérêt, le Canada a baissé ses taux d'intérêt, pareil pour l'Angleterre et la Chine. Donc que va faire la Fed? Bon, eh bien, on sait que la Fed va baisser ses taux d'intérêt, hein, c'est pratiquement sûr et certain. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer une fois que les taux d'intérêt vont être baissés? Eh bien, il sera plus facile d'imprimer de l'argent et d'emprunter de l'argent pour les entreprises, les banques, etc. Et du coup, le money printer will go brrr. Donc très bien, c'est ce qu'on va vouloir voir. Et on fera un petit tour après sur tous ces assets qu'on aime bien regarder quotidiennement. Mais du coup, là, ça me paraît pertinent de jeter un petit coup d'œil au DXY maintenant en réponse à cette analyse sur les taux d'intérêt. DXY, du coup, qui avait fait un petit range pour l'instant, et du coup, là, on est à nouveau sur des supports majeurs du DXY, et du coup, on aimerait bien voir ce support cassé. Du coup, ce serait intéressant de voir ça synchronisé avec la réaction de la Fed qui nous explique qu'elle baisse ses taux d'intérêt. Le DXY qui perce ce support ici, petite réaction ici, et ensuite on part vers le bas. Pour l'instant, pour moi, j'ai l'impression que les étoiles sont un petit peu en train de s'aligner vers ceci, et du coup, on va continuer de regarder ça de très près, et notamment jeudi matin, après la réaction, enfin après la décision de la Fed, on ira voir ce que le DXY nous dit. Ensuite, pour parler un petit peu plus crypto, cette semaine, il y a la token 2049, donc c'est un événement. Même si tu n'y vas pas, qu'il faudra garder un petit peu en tête et voir un petit peu sur les réseaux sociaux ce qu'il s'y passe parce qu'il peut y avoir des annonces relativement importantes. Moi, quand j'y étais en avril, il y avait Toncoin qui avait annoncé un partenariat avec USDT et le prix du Toncoin avait explosé. Du coup, et puis, il peut y avoir des annonces très très importantes durant cet événement. Donc voilà, donc le garder en tête et rester un petit peu informé sur ce qui s'y passe. Donc c'est à Singapour. Donc voilà, donc faudra garder en tête que c'est sur la time zone de Singapour. Donc ça peut être pendant ouais, pendant très tôt le matin, pendant notre nuit très tôt le matin, qu'il peut y avoir des annonces de fête à cet événement. Voilà. Ensuite, MicroStrategy qui a acquis encore plein de bitcoins. Voilà. Ils viennent d'acheter 18 300 bitcoins pour 1,11 milliard de dollars, un prix de 60 400 dollars. Donc pour l'instant, ils ont, alors ça doit être écrit par là, ils ont 244 800 bitcoins qu'ils ont acquis pour un prix d'achat moyen de 38 585 dollars. Voilà. Donc c'est assez intéressant de voir que MicroStrategy continue d'acheter du Bitcoin, qu'ils n'ont pas perdu cette confiance. Enfin, de toute façon, on le savait, un Michael Saylor qui anticipe qu'un Bitcoin faudra 13 millions de dollars dans 21 ans. C'est pas surprenant qu'ils continuent d'acheter du Bitcoin. Moi, ce que je trouve assez intéressant, c'est que MicroStrategy est quand même réputé pour acheter des tops locaux. Donc voilà, ils ont acheté exactement le top, hein, 60 400, c'est à peu près le top de ce mouvement haussier, comme on va le voir juste après. Donc on peut potentiellement anticiper que sur cette fin de mois de septembre, d'après cet indicateur en tout cas, que le prix nous a marqué un top local et que le Bitcoin redescendra. Donc c'est pour l'instant ce qu'il est en train de faire. Bon, c'est pas une science exacte, mais c'est ce qui est empiriquement on observe. Ensuite, donc, on va parler du Bitcoin. Donc, je voulais montrer un petit peu mes scénarios que j'avais anticipés pour la fin de l'année. Donc, ici, je vois cette grosse bougie verte weekly absolument magnifique, engulfing bar avec pratiquement pas de mèche, qui est revenue qui est un petit peu qui est revenu sortir de cette zone d'accumulation que j'avais identifiée ici. Et on est au milieu de ce canal baissier ici. Voilà, on est revenu un petit peu au milieu. Donc pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on rejette au milieu? On repart vers le bas? Est-ce qu'on repart vers le haut? À voir un petit peu ce qui va se passer cette semaine. Pour moi, ce scénario de pré-pump devient de plus en plus possible dans le sens où eh bien, cette pump, le retail a l'air de la shorter. Et du coup, ici, un petit peu ce que j'avais marqué ici, si on voit du disbelief et que le retail short et n'achète pas cette pub, ça va rendre ce scénario de plus en plus possible. Donc peut-être pour moi, aujourd'hui, on sera plus autour de 25% pour ce scénario de pré-pump.
et ça diminue pour moi ce scénario de boring parce que du coup voilà on commence à avoir la volatilité des mouvements assez conséquents et on attend pas mal de news quant au taux d'intérêt. Donc ce scénario de il se passe rien de boring pour moi devient de plus en plus de moins en moins possible. Voilà, donc ensuite un petit peu le tour des assets, le VIX qui descend, a- qui attend de plus en plus de certitude sur les marchés, hein. Le VIX, je le rappelle, c'est la volatilité anticipée, donc la volatilité, implied volatilité, volatilité qui est anticipée par le prix des options sur le S&P 500, qui est en train de baisser, de baisser, de baisser, de baisser. Donc ça veut dire que les investisseurs anticipent de moins en moins de volatilité et anticipent de moins en moins de, comment dire, d'inconnus sur les marchés. Donc le DXY, on a déjà fait un petit tour. L'or qui nous fait des plus hauts sommets, plus hauts creux, voilà, qui est en train de tout exploser. Donc après ce petit canal ici d'accumulation, ou pour moi plutôt de vente, hein, de prise de gain, l'or qui continue de repartir, de faire des plus hauts sommets, pardon. C'est pour ça qu'on a un Peter Schiff sur Twitter qui ne se sent plus pissé et qui en met plein la gueule du Bitcoin. Mais bon, enfin, on attend de voir un petit peu ce qui se passe sur la fin de l'année. Moi, j'ai confiance en notre ami le Bitcoin pour remettre Monsieur Peter Schiff à sa place. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant ici? Qu'est-ce qui s'est passé en fin de semaine sur les assets à risque aux États-Unis? Eh bien, on voit que cette bougie rouge ici a été complètement ravalée et que maintenant on commence à venir titiller cette résistance. Et est-ce que bah, du coup les assets à risque vont casser cette résistance et commencer à faire des plus hauts sommets à nouveau, revenir faire des ATH sur ATH? Donc c'est tout à fait possible hein, si on commence à anticiper des réductions de taux d'intérêt et voir de l'argent couler dans les assets à risque, eh bien, voir des assets à risque comme le S&P 500, le Nasdaq faire des ATH, eh bien, ça serait tout à fait logique que ce soit synchronisé avec le début du bull run du Bitcoin et qu'on commence à voir tous ces assets faire des plus hauts sommets, plus hauts creux et partir parabolique vers le haut. Alors parabolique peut-être pas, mais en tout cas venir faire des plus hauts sommets, plus hauts creux. Voilà, c'est tout à fait attendu, hein. Ce serait pas surprenant. Donc le Nasdaq c'est pareil, hein, donc voilà, grosse bougie verte, magnifique, et maintenant on veut voir continuation pendant que le DXY casse cette résistance, casse ce support pardon, et fait des plus bas creux et plus bas creux, plus bas sommet. Voilà, donc c'est un petit peu pareil sur tous les assets à risque. Le Japon, c'est moins flagrant. Le Japon qui a l'air d'être un petit peu plus dans une situation un petit peu plus précaire. Et l'Europe, c'est pareil, hein, l'Europe, bon, ben voilà, on ne sait pas trop où ça va pour l'instant. On pourrait identifier un range soit ici, soit ici si on veut être pessimiste, hein. Donc pour l'instant, quoi qu'il arrive, on est au milieu de range et le marché ne bouge pas beaucoup. Oh, attendez, non, si la semaine dernière on a eu quand même une jolie petite bougie verte, mais qui n'a pas été aussi flagrante que cette bougie rouge de la semaine d'avant. Donc voilà, notre situation en Europe est plus incertaine et plus difficile à lire que la situation aux États-Unis. La France c'est pareil et voilà donc Hong Kong et la Chine qui sont aussi dans des situations enfin Hong Kong est comparable au Japon et la Chine qui continue de faire des bougies de plus en plus grosses. Enfin voilà, c'est une catastrophe hein, la Chine. Euh, en tout cas pour ces assets à risque. Donc le Bitcoin, on a déjà fait notre petit tour sur le Bitcoin. Je voulais montrer Ethereum. Ethereum, je sais plus quoi dire. Enfin, pour moi, vraiment, ça me fait. J'ai du mal à dire que Ethereum est mort parce que c'est. Comment dire, c'est une des cryptos les plus importantes qui a encore énormément d'utilité, énormément de personnes qui l'utilisent, mais qui a l'air d'être de plus en plus obsolète et qui a l'air d'intéresser de moins en moins de personnes. Et voilà, et du coup, bah, ETH, BTC, qui vraiment sous-performe, 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 c'est absolument horrible. Donc voilà, donc Ethereum, enfin ouais, comme je vous le dis, vraiment ça me fait mal au cœur, mais là j'ai l'impression qu'il faut quand même se résoudre à l'évidence que bah, Ethereum n'est peut-être pas mort, mais en tout cas va être un sous-performeur pendant ce bull run. Ça, c'est pour moi certain. Donc je pense en fait, je disais dans un live précédent que j'allais potentiellement garder mon bag d'Ethereum, mais je pense en fait que c'est stupide et qu'il faudrait peut-être le, 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 le mettre dans d'autres assets qui ont plus de potentiel de surperformer avec peut-être
autant de risques, voire moins que qu'Ethereum. Donc je pense à Solana, Sui, des coins comme cela. Donc à voir. Pour l'instant, ma décision n'est pas encore prise. Enfin, ma décision de me débarrasser de mes Ethereum est prise, mais la décision de quel asset je vais prendre à la place n'est, elle, pour le coup, pas encore prise. Voilà, donc ensuite, les dominances, on va voir un petit peu ce qui se passe. Donc la dominance du Bitcoin, très intéressant, il est en train de sortir de ce range. Voilà, donc on a une superbe bougie daily et aussi weekly, hein, ça ne m'étonnerait pas. Voilà, et weekly fermé, hop, au-dessus du range. Très bien. Donc ça, moi je trouve ça absolument magnifique. C'est potentiellement un signal de début de bull run aussi, de voir cette dominance exploser. Donc qu'est-ce qu'on veut voir maintenant pour une continuation potentiellement en retest, ensuite repartir vers le haut. J'ai peur que si on voit juste une grosse bougie verte ici, ce ne soit pas forcément très sain et que du coup ce qu'on voit derrière, une réintégration de ce range. Bon alors ça voudrait potentiellement dire alt season, ça voudrait potentiellement dire qu'il y aurait des opportunités sur les alts si on voit ça. Mais pour moi, un bull run, ce serait comment dire, ce serait plus clair, un début de bull run serait plus clair si on observait un retest ici et ensuite un départ parabolique. Voilà un petit peu la dominance du Bitcoin, donc la dominance d'Ethereum, on peut regarder juste pour rigoler un petit coup, donc voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe, on rigole et on passe au suivant, la dominance de Solana, que je regarde maintenant un petit peu plus que la dominance d'Ethereum hein, pour voir la santé des alts. Donc ici on identifie voilà, une trend haussière, donc pour l'instant on est en train de redescendre vers cette trend line ici. Est-ce qu'on va venir la retester? Peut-être, c'est possible, hein, ça pourrait être synchronisé, un petit retest de cette trend line pourrait être synchronisé avec une pump sur la dominance du BTC. Donc voilà, affaire à suivre. Est-ce qu'on veut regarder aussi de très près la dominance des stablecoins? Je vais vouloir regarder ici plutôt en weekly et de voir que bah, pour l'instant on est toujours sur une trend haussière, hein, donc là pour l'instant il n'y a pas de doute que les gens sont de plus en plus en stablecoin. Donc c'est synchronisé avec le fait que les gens ont peur, c'est synchronisé avec de la peur et des liquidations généralement, hein, le, la dominance des stablecoins. Donc voir tout ce qu'on vient de décrire, ça pourrait être synchronisé avec un retest ici de cette trendline et peut-être une cassure et ça signifierait aussi le début du bull run et pendant que tout le monde devient riche et rachète du Bitcoin, la dominance des stablecoins s'effondre vers le bas. Voilà, donc moi c'est à peu près ce à quoi je m'attends. Et ensuite on va partir un petit peu sur les liquidations. Du coup il y avait cette liquidation à 60 000 qu'on avait observé, donc il va falloir qu'on se mette un petit peu plus long terme. Il y avait ouais, donc des liquidations à 60 000 qu'on observait depuis un certain temps, donc elles ont été touchées pendant ce week-end-là. Donc ça c'est très bien, c'est fait. Donc maintenant où sont les liquidités? Eh bien c'est moins clair comme tu vas pouvoir le voir. Voilà, donc c'est toutes les liquidations qui étaient au-dessus des 60 000 qui avaient été identifiées depuis un certain temps. Paf 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 paf. Est-ce que c'était celle-là? Ou ici? Ou peut-être un petit peu plus long terme, une semaine, je sais plus. Je sais plus à sur quel time frame on les avait identifiés, mais quoi qu'il en soit, c'est sûr et certain qu'il y avait de la liquidité à 60 000 qui a été touchée. Et du coup, maintenant, où est la direction? Donc ici, on voit sur une semaine qu'il y a de la nouvelle liquidité qui a été créée un petit peu plus haut, à 60 ouais, presque 61 000. Donc ça nous démontre que bah, cette pump, elle est shortée, hein. Elle est massivement shortée, mais il y a aussi, mais à moindre mesure, des longues ici qui se sont créées ici. Donc c'est à surveiller. Pour l'instant, la direction, on voit qu'elle est moins claire parce qu'il y a des liquidités en haut comme en bas. Donc il faut s'attendre un petit peu de volatilité et d'inconnu, hein. Donc c'est potentiellement jusqu'au taux d'intérêt, jusqu'à la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on peut s'attendre à voir un marché qui ne sait pas trop où il va pendant 2-3 jours et ensuite prendre une direction à l'issue de la décision de la Fed et ensuite avant les élections présidentielles revoir un petit peu d'incertitude se former petit à petit qui se terminera par la décision des Américains sur les élections présidentielles. Voilà, un petit peu ce qui se passe sur le plan des liquidités. On va regarder à un petit peu plus court terme, voilà, sur 48 heures, qu'est-ce qui se passe. Sur 48 heures, donc bon, bah, c'est plutôt clair que les liquidités sont autour de 61 000, donc ce serait pas surprenant, une petite mèche hop qui va choper ces liquidités
voilà, à plus court terme. Donc aujourd'hui, demain, tu peux peut-être t'attendre à voir le Bitcoin euh, pumper un petit peu autour de ces niveaux-là. Ensuite, voilà, donc Dan Crypto qui nous explique un petit peu ce que je viens de vous dire, qui nous expliquait que les liquidités qu'on avait identifiées euh, au niveau de 60 000 ici avaient été touchées et que maintenant, si on dézoome un petit peu, eh bien, on a des liquidités à 70 000. Voilà, donc bah, il faudrait venir voir un nouvel ATH pour que ces liquidités soient liquidées. Mais sinon, ce qui pourrait faire très mal, c'est une mèche ici. Bon, bah alors moi, je la vois j'en avais parlé hein, de faire une mèche ici. Je pense que c'est de moins en moins possible, de moins en moins probable en tout cas, mais ce n'est pas un scénario à éliminer quoi qu'il en soit. Ensuite, petit tour sur le max pain des options qui, lui, pour le coup, n'a pas bougé. Hein. Donc on a ces 4, donc maintenant presque 5 milliards d'options, donc ça continue d'augmenter, qui ont un max pain à 57 000, donc ça n'a pas bougé, c'est toujours le même. Donc ça ne serait pas étonnant pour moi de venir finir le mois de septembre, en tout cas d'être le 27 septembre autour de ce niveau de 57 000. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Continuer de surveiller, ça m'étonnerait qu'on puisse partir parabolique vers le haut euh, avant le 27 septembre. Ensuite, voilà, donc je voulais faire un petit tour sur le funding en weekly, boom, funding rate, et elle est plutôt sur Binance, un petit peu plus de volume, un petit peu plus représentatif. Voilà, donc on a eu un début de funding rate négatif, mais là on est très vite repassé en positif. Est-ce qu'on observe la même chose en daily? Oui, on observe à peu près la même chose en daily. Donc voilà, donc on a shorté la descente, mais là la descente est achetée. Voilà. Les open interest qui recommencent à avoir des niveaux décents et voilà un petit peu tout ce qu'il y a à observer sur les futures. On va aller voir les long short, hein, voir un petit peu ce que font les retail et ce que font les top traders. Short, 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 short. Voilà, donc toute la montée a été shortée. C'est ce que j'avais expliqué plus tôt et ce qui fait que pour moi le scénario que je vous ai démontré plus tôt, ce scénario de pré-pump devient de plus en plus possible. Hein. Le scénario orange pour moi devient un petit peu le scénario de choix de par le fait que la montée ici est shortée. Donc du coup bon, ça reste à confirmer. Hein, voilà. Donc pour moi, excusez-moi, pour moi ça ne confirme pas ce scénario à 100%, mais ça le rend plus probable. Donc, ensuite, pour continuer, je voulais montrer un petit peu la saisonnalité du Bitcoin. Donc on avait observé jusque-là un mois de septembre qui nous avait emmené à presque moins 11% de retour sur le Bitcoin. On est monté en positif ce week-end et là aujourd'hui on est retourné dans le rouge un petit peu. Donc September qui est en train de se transformer en pas September, hein, en septembre où il se passe pas grand chose finalement. On terminerait le mois au même niveau qu'on le commence. Bon, le mois n'est pas encore terminé, hein, on en est à la moitié du mois. Mais voilà, donc c'est intéressant d'observer cette saisonnalité, de voir un petit peu cette pré-pump. Sache que le mois n'est pas terminé, que le max pain des options est à 57 000, que voilà, qu'avec la Fed, les élections présidentielles, on peut s'attendre à de la volatilité, donc ne prends pas cette pump pour acquise, respect the pump comme on dit. Donc je pense pas que ce soit, je sais pas si c'est une bonne idée de la shorter, mais est-ce que c'est aussi une bonne idée de la longue comme jamais? Je suis pas sûr non plus. Je pense que ça reste des opportunités d'achat long terme si on voit des dumps, mais je resterai un petit peu, comment dire, je resterai un petit peu, je ferai attention à longue les pumps de la même manière. Hein. Donc voilà. Ensuite, un petit tour sur le comment dire la page de CoinMarketCap où on voit ici que malgré la pump de ce week-end, on est toujours en fear. Donc c'est intéressant. Ça, pour moi, c'est un indicateur du fait que cette pump était très
très saine et potentiellement partie pour durer, hein. Si on voit du disbelief, si on voit les gens ne pas vraiment croire en cette pump, eh bien ça la rend encore plus forte et du coup ça serait peut-être, on a vu un dump à 50 000, peut-être, enfin presque 50 000. Est-ce que les gens du coup s'attendaient à voir un Bitcoin à 40 000 et attendaient de voir le Bitcoin 40 000 pour acheter et pour rentrer viennent de voir cette pump à 60 000 et du coup se retrouvent un petit peu sur le côté avec le train du Bitcoin qui part sans eux, avec beaucoup de douleur, ben ça moi ça paraîtrait aussi tout à fait possible que bah, tous les gens attendaient un Bitcoin beaucoup plus bon marché et que finalement le Bitcoin parte sans eux et que bah, énormément de gens se retrouvent à courir derrière le prix et du coup à rentrer pendant la pump et ce qui boosterait encore plus le prix. Donc voilà, donc ça moi ça me plaît de voir ce genre de fear ici. Ensuite, si on regarde à 7 jours, on voit que la plupart des assets sont quand même toujours relativement verts. Par contre, en 24 heures et en 1 heure, on est repassé sur du rouge. Donc, alors moi, ce qui m'intéressait un petit peu de voir ici, c'est de voir, essayer de comprendre quelles sont les alts qui sont le plus résilientes, qui augmentent le plus, qui pourraient potentiellement faire des bons candidats pour le bull run qui arrive. Donc, on voit ici le BNB. Mais le BNB, moi, il me botte pas tant que ça parce qu'il est déjà très très haut. Il a déjà repris son ATH. Donc c'est des coins plus jeunes que je voudrais regarder. Par exemple, ton coin, on voit qu'il fait des grosses pumps ici et qui est assez résilient quand il y a des gros dumps. Les hauts, pareil. Faites aussi que ça, enfin, je pense très certainement qu'il sera dans mon bag pour ce prochain bull run que je vais acheter avant la fin du mois de septembre. ICP aussi qui est très intéressant. Donc j'en ai pas encore, mais ça, c'est vraiment, je vais l'acheter. Je pense que je vais acheter cette correction-là. J'aurais bien aimé en dessous de 1 $, mais malheureusement, je pense que j'ai un petit peu loupé le mouvement. Tao, très intéressant aussi, AAV, etc. Voilà, donc tous ces coins en fait qui injective, tous ces coins qui ont eu des grosses pumps récemment alors que le marché était en train de se casser la gueule. Moi, ce sont les coins qui techniquement vont m'intéresser, donc couplé avec des bonnes tokenomics et des bons projets, ça peut faire des très bons candidats pour un portefeuille diversifié pour ce bull run. Voilà un petit peu moi ce que j'en pense sur le marché aujourd'hui. Je voulais regarder un petit peu ce qui se passe aussi. Donc voilà, en weekly, ça confirme ce qu'on vient de voir sur CoinMarketCap. En weekly, on est encore très vert. Donc Tao, ici très intéressant, Cass qui est en train de faire beaucoup de bruit en ce moment, donc qui va aussi être dans mon cercle d'intérêt, FTM que je surveille aussi de très près, bon Popcat, peut-être histoire d'avoir un petit peu de même coin dans le portefeuille, à voir. Sinon pour ta journée de trading aujourd'hui, il faut regarder un petit peu plus ce qui se passe sur le plan daily et hourly et voir ceux qui bougent beaucoup. C'est WorldCoin, CKB, etc. Et cetera. Et voir identifier, comme je dis à chaque fois, des patterns de reversal ou de continuation. Alors peut-être on a identifié à court terme de la liquidité au nord sur le Bitcoin, donc peut-être voir des patterns de reversal pour aller chercher un petit peu ces liquidités vers le haut, du coup un marché crypto qui suivrait les mouvements du Bitcoin. Voilà. Voilà un petit peu ce que j'ai à dire aujourd'hui sur ce marché. Bah, je te souhaite une excellente journée et puis je te dis à demain pour un autre live. Allez, bah, passe une bonne journée.